L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Rebonjour Eric Ciotti. Bonjour. La baisse du chômage, 1,7%, moins 60 000 demandeurs d'emploi de toutes catégories, la plus forte baisse depuis septembre 2000. Vous reconnaissez que c'est une bonne nouvelle ? C'est naturellement une bonne nouvelle. J'y mettrai tout de suite deux bémols. D'abord, il faut que ces chiffres soient réels, qu'ils traduisent une véritable baisse du chômage. C'est-à-dire, vous en doutez ? Il y a des doutes. On a vu qu'il y a une augmentation très forte des radiations, plus 8% sur les listes de Pôle emploi. Et on voit aussi qu'il y a un effet assez mécanique du transfert de certains chômeurs vers les formations. D'ailleurs, on les retrouve dans les autres catégories, B et C, qui augmentent pour le coup fortement, plus 51 000 chômeurs en catégorie B et en catégorie C. Et ensuite, Karl Meus vient de le rappeler, il faudrait que cette baisse soit durable, puisqu'il n'y a jamais eu 2 mois consécutifs de baisse, une très forte hausse en février, suivie de cette baisse en mars, donc ça ne dessine pas une tendance, et j'y vois quelque part aussi un peu cet effet d'inversion recherché à tout prix avec ce subterfuge sur le transfert de 500 000 chômeurs vers des formations qui sont des formations, on peut le dire, souvent assez fictives. Donc une baisse en trompe-l'œil pour vous ? À vérifier, à confirmer. Pour l'instant, je suis dubitatif. Alors, autre bonne nouvelle hier, c'est le contrat du siècle. 12 sous-marins vendus à l'Australie, 34 milliards, 6 ans de travail pour 4000 salariés. Est-ce que, comme François Hollande, vous êtes fier pour la technologie française ? Est-ce que vous reconnaissez que là, pour le coup, c'est vraiment une bonne nouvelle ? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais vous savez, de façon globale, que ce soit pour le chômage ou pour ce contrat ou d'autres, nous nous réjouissons de ce qui fait du bien à la France et ce qui va bien en France. C'est suffisamment rare dans la période pour le faire avec encore plus de force. Moi, je suis pour que mon pays se porte mieux, se relève. Il est dans une situation difficile, donc ce contrat, bien sûr, traduit la dynamique de notre industrie de l'armement qu'il a fallu soutenir, qu'il faut toujours soutenir, et ce succès est important. Il y a 2 jours, il y avait le rassemblement EO la gauche pour défendre le bilan de François Hollande, pour réaffirmer qu'il y a bien une différence entre la gauche et la droite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'analysez comme le premier meeting de campagne de François Hollande ? Est-ce qu'il est en mesure d'être candidat compte tenu de son impopularité ? C'était assez pathétique. J'ai trouvé ça quelque peu ridicule. D'abord le nom et le symbole finalement un peu de cette déliquescence du pouvoir qui frappe ce gouvernement. Depuis 4 ans, on voit que c'est un échec à peu près sur tous les domaines. Aujourd'hui, la dette a explosé, 2100 milliards. Le chômage, on parlait des chiffres de mars, je rappellerai qu'il y a 600 000 chômeurs en catégorie A, celle que vous évoquez, depuis le début du quinquennat, près d'1 million sur toutes les catégories. On a un taux de chômage qui est le double. L'Allemagne est à 4,5%, nous sommes à 10%, plus du double, presque le double de la Grande-Bretagne. Notre croissance est en retard par rapport aux autres pays. Ce qu'il faut, c'est se comparer. Tous les grands pays se sont sortis de la crise il y a 3-4 ans, bien avant nous. Nous sommes en retard, et ce retard, il est dramatique au plan social, au plan économique. Nous voyons également la montée de la violence dans le pays. Nous voyons la menace migratoire avec des inquiétudes très fortes. Nous voyons l'avancée du communautarisme dans nos quartiers. Donc, il n'y a pas un domaine où François Hollande a réussi. Donc, il y a de la colère, il y a de la violence dans le pays, elle est compréhensible. Quand le président dit « la France va mieux », même si, ajoute-t-il, ça ne se voit pas pour tout le monde. C'était une forme de provocation, je crois. Beaucoup de Français l'ont reçu comme cela. Dire que ça va mieux avec ce bilan, qui est un bilan catastrophique, il faut bien le reconnaître, c'est pas moi qui le dis, tous les paramètres sont au rouge aujourd'hui dans tous les secteurs, c'est faire preuve d'une audace que dont seul François Hollande est capable. Un mot sur le phénomène Macron, dans les sondages, toutes ces déclarations, sa volonté de dépasser le clivage gauche-droite, vous en pensez quoi ? C'est une bulle médiatique, qui ne repose sur rien. D'abord, quel est le bilan de M. Macron ? Il a été le conseiller de François Hollande, il est ministre aujourd'hui de l'économie, donc il porte ce bilan. La loi Macron, c'est quoi ? C'est la libéralisation des transports par autocar. Bon, enfin, pour
un grand réformateur, c'est quand même, convenez-en, un peu léger. Et puis, il y a cette confusion, et je voudrais m'y attarder quelques instants, entre la droite et la gauche. On sent bien aujourd'hui qu'il y a cette idée qu'il faudrait unir la droite et la gauche pour gouverner. Regardez ce qui s'est passé en Autriche. L'union de la droite et de la gauche, ça crée la confusion. Et la confusion, elle débouche sur les extrêmes. C'est l'extrême droite qui est arrivée en tête très largement au premier tour des élections présidentielles en Autriche. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une coalition de gouvernement entre la gauche et la droite. Non, la gauche et la droite, ce n'est pas pareil. Nous n'avons rien à voir, nous le disons au niveau des Républicains, avec ce gouvernement qui a augmenté les impôts avec cette force de plus de 50 milliards d'euros d'impôts depuis le début du quinquennat. Nous n'avons rien à voir avec ce gouvernement qui a commis tant d'erreurs sur sa politique migratoire, qui a laissé l'Europe aujourd'hui affaiblir nos dispositifs de contrôle. Nous n'avons rien à voir avec ce gouvernement. Donc, pas de confusion entre la gauche et la droite. Macron, c'est une tarte à la crème qui ne débouchera sur rien. Il n'a aucun espace politique, ni à gauche ni à droite. La réalité, elle est là. Quand on n'a aucun espace politique, ni reconnu à gauche, ni reconnu à droite, on crée la confusion. Alors, intéressons-nous à la droite. Nicolas Sarkozy, que vous soutenez, est déjà quasiment en campagne. Il était chez vous, dans votre département à Nice, hier. Et en même temps, il est toujours à la peine, si l'on regarde les sondages, si on regarde les affaires, si on regarde certains de ses soutiens qui disparaissent un peu. C'est pas vraiment le sentiment que j'ai eu hier à Nice et à Toulon. Si vous étiez présent, vous auriez pu... non, j'étais pas à Nice. J'étais ici. Vous auriez pu mesurer l'enthousiasme qu'il y a chaque fois que Nicolas Sarkozy signe son livre, La France pour la vie. Je crois qu'il y a un vrai décalage entre ce que disent les commentaires, ce que peuvent dire certains sondages qui n'ont aucun sens 1 an avant l'échéance et 6 mois avant la primaire. Parce qu'il est quand même très distancé par l'AGP. Et la réalité du terrain. Hier, il y avait une vraie force militante, qui était présente. Beaucoup de Niçois, d'Azuréens, de Toulonnais sont venus dire leur soutien à Nicolas Sarkozy avec un message très clair que j'ai moi-même porté lors du meeting à Nice, celui de la détermination, du courage, de la ligne claire, de la ligne droite. On parlait tout à l'heure de confusion. Mon propos, c'était dire osons la droite. Et je crois que Nicolas Sarkozy est le seul c'est pour ça que je souhaite sa candidature, à porter ce message qui s'écarte de toute confusion. Voilà, le pays a été blessé par ces 4 années de socialisme. Et il faut aujourd'hui avoir le courage de prendre les mesures pour le redresser, et il faut le faire sur une ligne droite dans tous les sens du terme. Je crois aujourd'hui que la France a besoin d'une politique claire, d'une politique qui ne soit pas celle de l'eau tiède. Il faut des valeurs. Non, je ne vise personne. Non, je dis aujourd'hui qu'il faut des idées fortes, et je suis convaincu que ce sont ces idées de droite qu'on n'a pas appliquées depuis très longtemps dans notre pays, qu'il faut aujourd'hui voir inspirer la politique du gouvernement. Qui n'a peut-être pas suffisamment d'ailleurs appliqué quand il était président. Dans un contexte très particulier, celui de la crise économique qui a paralysé beaucoup d'initiatives. Alors vous dites, il faut qu'il soit candidat, mais pourquoi justement ne se déclare-t-il pas ? Vous savez, il y a 11 candidats déjà, et la logique, maintenant, chacun sait, c'est un secret de polichinelle. Pourquoi ils ne se déclarent pas ? Le fait qu'il y ait 11 candidats pourrait être en soi une explication. Ça en fait trop, vous pensez ? Parce que là aussi, je trouve que la course à la candidature, quelque part, crée un peu aussi une forme de ridicule. Voilà. Il y a trop de candidats, il y en a certains qui ne devraient pas être candidat à la primaire, ça veut dire qu'on est candidat pour devenir président de la République. Et pour être sans doute président de la République, puisque je suis convaincu que celui qui gagnera la primaire des Républicains deviendra président de la République, face à l'extrême droite et face à la gauche. Donc c'est une responsabilité majeure. On ne s'improvise pas président de la République. Il faut une expérience pour diriger le pays. Il faut
du calme, il faut de la détermination, de la volonté. Aujourd'hui, tout le monde s'imagine, c'est un peu la jurisprudence Valls et Hollande. Valls, 5% à la primaire socialiste, devient Premier ministre. Et François Hollande, qui, 1 an et demi avant la présidentielle, avait 3% dans les sondages, se trouve président de la République. Donc, tout le monde se dit, pourquoi pas moi? C'est le président normal qu'a installé M. Hollande. Mais on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est pas un exemple. Donc, c'est pas un exemple. Candidats, restons aux candidats sérieux. Il faut de l'expérience, voilà. Et on a la chance d'avoir des candidats d'expérience. Aujourd'hui, François Fillon, Alain Juppé, qui sont déclarés. Et bientôt Nicolas Sarkozy. Le Maire. Et peut-être, c'est à lui de le dire, Nicolas Sarkozy. Oui. Dites-moi, les intermittents du spectacle qui occupent l'Odéon pour défendre leur régime d'assurance chômage, mais également, depuis hier soir, la Comédie Française, c'est normal? Ils rejouent mai 68, où l'Odéon avait été occupé. Donc tout ça n'est pas sérieux, je crois. Là aussi, il va falloir rompre avec ces pratiques, les intermittents du spectacle. Le régime d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle est un vrai scandale. C'est 1 milliard de déficit. 1 milliard de déficit, c'est-à-dire 1/3 du déficit de toute l'assurance chômage, donc de tous les Français qui sont concernés par ces régimes, pour quelques dizaines de milliers d'intermittents du spectacle. Est-ce que ce modèle peut durer? Je ne le crois pas. Et en attendant ces occupations, il faut les expulser? Bien entendu, il faut que partout la loi de la République soit appliquée. Je dénonce avec force ce qui se passe place de la République. Il faut continuer à demander là aussi qu'on évacue la place de la République. On est en état d'urgence, je le rappelle, avec un risque terroriste maximal, et on a cette espèce de campement qui s'est installé sur une des places les plus symboliques, qui porte un nom quand même qui est le symbole de nos libertés. C'est sur cette place que le général de Gaulle a prononcé le discours qui allait créer la 5e République, et on laisse aujourd'hui aux mains d'extrémistes violents, intolérants, qui délirent sur des idées qui relèvent d'un siècle dernier, et le gouvernement ne réagit pas. Il semble tétanisé par cette utopie avec, je le redis, des idées extrêmement dangereuses qui y sont prononcées. Merci. Éric Ciotti. On retrouve dans quelques instants le flash de Sophie Paolini, la revue de presse de Lucille Bréau avant Accord des Accords, Régis Le Sommier et Bruno Roger-Petit.